Bien, merci Bertrand pour cette enquête en effet très éclairante. Et donc on va rentrer un peu dans le vif du sujet avec le fameux petit p. Alors qu'on a intitulé Usage et mésusage des tests statistiques. Bertrand vous l'a montré, si on vous demande à vous, chirurgien, lors de l'enquête, si vous avez une bonne connaissance de la façon d'interpréter un petit p, la majorité d'entre vous pense avoir une connaissance importante ou totale de la façon dont on interprète un petit p. Et puis ensuite, dans les questions qui suivaient, on vous proposait un QCM avec deux traitements qui étaient entre guillemets, significativement efficaces, l'un avec un p à 0,05 et l'autre avec un p à 0,02. On vous demandait si celui qui avait un petit p inférieur à l'autre était plus efficace, ce qui n'est évidemment pas vrai. Et pourtant, 60% des répondants se sont trompés lors de cette question. Et donc c'est finalement une illustration de ce fameux effet Dunning-Kruger qui consiste à surestimer ses compétences lorsqu'on est mauvais dans un domaine. Et donc je pense clairement que nous, en tant que chirurgiens du rachis, on surestime nos compétences en statistique et probablement qu'on n'est pas si bon. Et c'est la raison pour laquelle on la surestime. L'autre raison, c'est parce que finalement, on les utilise tout le temps, les statistiques. 53% des résumés que nous avons analysés rapportent des petits p, et 60% d'entre eux ne rapportent que des petits p inférieurs à 0,05. C'est-à-dire qu'on les utilise et on s'en sert pour appuyer à chaque fois nos conclusions qui, forcément, comme vous montrera Amélie, sont toujours positives. Pourtant, dans la grande majorité des cas, on n'associe ni odds ratio ni intervalle de confiance, c'est-à-dire qu'on ne donne que des résultats tronqués. Alors j'ai identifié trois erreurs classiques dans l'utilisation de ces petits p, il y en a évidemment d'autres, et on va les voir successivement. Alors la première, c'est ce qu'on appelle la confusion des inverses. C'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Pour bien comprendre, j'ai pris un papier qui, pour le coup, n'est pas chirurgical, dans PNAS, qui est pourtant une grande revue scientifique américaine. Des auteurs ont fait une étude sur 20 000 personnes, une enquête, qui cherchait à comparer le taux de divorce entre les gens qui ont rencontré leur mari ou femme en ligne par rapport à ceux qui l'ont rencontré dans la vraie vie. Et ils remarquent que 6% environ des répondants qui ont rencontré leur compagnon en ligne divorcent, contre plus de 7% pour ceux qui les ont rencontrés en vrai. Évidemment, le petit p est inférieur à 0,02 et il conclut que si vous rencontrez votre compagnon en ligne, vous avez moins de chances de divorcer, ce qui évidemment est faux. Ce qui est plus intéressant, c'est que évidemment le papier est sponsorisé par une société qui fait des sites de rencontres en ligne. Pourtant, ils ont quand même réussi à le publier et plutôt bien. La confusion des inverses, ça consiste à dire que si vous avez un petit p inférieur à 0,05, alors vous prouvez votre hypothèse de départ, alors que en fait, le principe d'un test statistique, c'est uniquement de confronter des observations dans un échantillon de données à une hypothèse et de voir si ces observations sont compatibles avec l'hypothèse que vous spécifiez a priori. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vos observations sont compatibles avec votre hypothèse qu'ils prouvent cette hypothèse. Ce n'est pas parce que dans un échantillon donné, ceux qui ont rencontré leur femme sur Tinder ont moins de divorces, que vous aurez moins de chances de divorcer si vous rencontrez votre femme sur Tinder. Un exemple concret parmi les résumés de la SFCR de cette confusion des inverses, par exemple, ici une étude qui regarde arthrodèse type ALIF versus arthroplastie et dégénérescence du segment adjacent lombaire, 56 patients, donc une étude, on va dire, classique de la SFCR, étude rétrospective, donc des effectifs avec des sous-groupes de 20, 24 et 12 patients. Ils regardent le grade de Fuhrmann et ils disent on constate une dégradation significative du Fuhrmann sur les IRM en 3-4 et 4-5 après une ALIF. Conclusion, l'arthroplastie améliore l'équilibre sagittal et préserve les segments adjacents. C'est-à-dire qu'on va prendre un échantillon de 20 personnes, on va dire que finalement il y a moins de dégénérescence des segments adjacents sur nos 20 ALIF, ou enfin il y en a plus sur les 20 ALIF, et donc on conclut l'opposé, l'arthroplastie empêche la dégénérescence des segments adjacents, ce qui évidemment n'est pas du tout prouvé par ce genre d'études. Vous avez compris que pour pouvoir utiliser un petit p de façon correcte, il faut avoir une hypothèse a priori, et on ne parle quasiment jamais de ces fameuses hypothèses des tests dans nos résumés. Or, la probabilité notamment de cette hypothèse est décisive dans la façon dont on va interpréter le résultat du test statistique. Je m'explique. Si par exemple, vous faites l'hypothèse que des gens petits ont des petites vertèbres, ce qui est a priori quelque chose de
très probable. Vous prenez un échantillon de 100 patients, vous comparez la taille des vertèbres et leur taille normale, et vous trouvez qu'en effet, les petits ont des plus petites vertèbres, ce qui est assez finalement attendu. Vous avez un résultat significatif, et ben vous augmentez la probabilité que votre hypothèse a priori soit vraie, pour autant vous ne la prouvez pas, mais vous avez, on va dire, une confiance plus importante à l'appui de votre hypothèse. En revanche, si vous faites par exemple l'hypothèse que les petits ont des grandes vertèbres, ce qui est quand même peu probable, vous dites finalement il n'y a que 5% de chances que cette hypothèse-là soit vraie, vous faites votre échantillon, et là, surprise, sur les 100 patients, en effet, les petits ont des grandes vertèbres, ce qui était inattendu. Eh ben, ce n'est pas pour autant que vous prouvez que les petits ont des grandes vertèbres. Simplement, vous augmentez de 5 à 11% la probabilité que votre hypothèse soit vraie. Ça veut dire qu'il y a quand même 89% de chances que vous disiez n'importe quoi. Plus votre hypothèse a priori est peu probable, plus le fait que vous trouviez quelque chose dans votre échantillon la rend pas forcément plus probable et la prouve pas. En fait, finalement, ces petits p, ils sont utiles que si vous avez une hypothèse qui est vraiment un peu 50-50 au départ. Si vous dites, par exemple, les blonds ont des grandes vertèbres, ce qui est pas vraiment de raison ni d'être vrai ni d'être faux, et que dans votre échantillon, vous trouvez en effet avec un résultat très significatif en faveur de cette hypothèse, alors vous ajoutez vraiment une valeur à votre hypothèse de départ. Et si vous oubliez l'hypothèse, eh ben vous avez des chances de trouver par hasard un peu n'importe quoi. Par exemple, dans ces résumés, sur 300 patients, on regarde des facteurs non médicaux sur les résultats fonctionnels des ALIF, et donc on étudie plein de facteurs différents, et de façon un peu surprenante, on montre que les gens mariés, avec 2 enfants, inférieurs à 50 ans, et accessoirement les possesseurs d'un animal de compagnie, ont des meilleurs résultats fonctionnels après une ALIF. Alors je ne sais pas si les auteurs de ce résumé avaient fait l'hypothèse que les animaux de compagnie amélioraient le résultat des ALIF, mais on peut quand même se poser la question de la probabilité a priori de ce test-là. Et donc, ça nous amène à une autre erreur qu'on fait fréquemment, qui est la multiplication des tests statistiques. Plus vous multipliez les tests, plus vous avez forcément des chances de montrer quelque chose de façon totalement aléatoire. Ça, c'est un exemple tiré d'Internet, mais qui est assez connu. Les gens ont remarqué que le nombre de morts aux États-Unis liés à une piqûre d'araignée est en fait assez bien corrélé la longueur du mot qui gagne au concours de Scrabble national chaque année. Alors évidemment, il n'y a pas vraiment de rapport entre les araignées et le Scrabble, mais si vous multipliez les tests, en fait, à chaque fois que vous allez faire un test, vous allez admettre entre guillemets 5%, on va dire, si on prend un petit pas à 0,05, de façon conventionnelle, de chances de montrer quelque chose complètement par hasard. Et donc, plus vous faites des tests, plus vous avez de chances de tomber sur des résultats significatifs. Exemple avec ce résumé, 138 patients versus 39 patients. Dans le même paragraphe de résultat, 12 petits p inférieurs à 0,05. Alors s'il y a 12 petits p inférieurs à 0,05, on imagine le nombre de tests qui ont été faits pour obtenir ces 12 petits p. Et en fait, à chaque fois que vous faites un test, vous prenez un risque alpha, c'est-à-dire le risque de rejeter votre hypothèse à partir des observations de votre échantillon, alors que pourtant elle est vraie. Et donc, ce qu'il faut retenir, il y a plein de méthodes de correction de ces biais de comparaison multiples, mais ce n'est pas tellement le propos ici. Et ce qu'il faut retenir, c'est que plus vous faites des tests, plus en fait il faudrait abaisser votre seuil de significativité. Par exemple, pour 12 tests, une façon un peu simpliste de voir la correction, c'est de diviser le petit p par 12, et on devrait donc admettre comme test, comme seuil de significativité 0,004 et non pas 0,05, ce qui évidemment diminue assez clairement le nombre de tests significatifs. Alors toutes ces limites nous amènent quand même à questionner la place de ce petit p dans nos communications scientifiques. Alors, ce n'est pas un problème qui est spécifique à la chirurgie du rachis. L'Association américaine de statistique a publié des recommandations en 2016 pour remettre un peu à sa place ce fameux petit p. Et vous voyez ici que la première chose, c'est d'abord que le petit p ne fait que indiquer si des observations sont compatibles ou incompatibles avec une hypothèse ou un modèle qu'on a formulé, ce qui suppose quand même de formuler l'hypothèse a priori, et que le petit p n'est pas en lui-même une bonne mesure de la preuve de ce modèle ou de cette hypothèse. Et donc, certains journaux, désormais, interdisent à leurs auteurs de mettre des petits p dans leurs articles, en particulier des journaux de sciences sociales, de psychologie. Je ne sais pas si on a besoin d'en arriver là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour pouvoir utiliser ces tests statistiques de façon cohérente, il faut quand même comprendre que ce n'est pas parce que vous avez plein de petits p inférieurs à 0,05 que votre résumé est forcément
extraordinaire. Et inversement, ce n'est pas parce que vous faites une étude sans test statistique que votre étude ne sera pas publiable et ne sert à rien. Voilà. Je vous remercie et puis je passe la parole du coup à Amélie pour l'interprétation et le spin.